di capire male, ho paura del nostro amore, paura mi fai. Alors merci à tous d'être présents pour cette séance. On est ravis de vous proposer l'avant-première du nouveau film de Paul Vecchiali, ici présent. C'est l'amour, vous allez découvrir, mais je laisse d'abord la parole à Laurence pour vous parler de ce court-métrage que vous avez découvert ou redécouvert pour certains à l'instant. Oui, juste en quelques mots pour rappeler ce dont il s'agit. Je dirige à l'Université de Poitiers un master qui forme des assistants réalisateurs, dans le cadre duquel j'ai fait un séminaire sur Paul Vecchiali qui s'est terminé par une rencontre avec les étudiants. Et l'association des étudiants du master a coproduit avec la société de Paul Vecchiali, Dialectique, ce court-métrage Roman passant, qui a donc été écrit et réalisé par Paul avec une équipe comprenant des techniciens professionnels et puis l'ensemble des deux promos du master en fait, des étudiants. Voilà, et qui a été soutenu par la région et la Vienne, que nous remercions, et par l'université, la fondation de l'université et tous les gens qui sont au générique. Voilà. Moi, je voudrais dire que je suis venu ici en pensant trouver des amateurs et j'ai trouvé vraiment des professionnels. Et je remercie particulièrement les deux acteurs qui sont non professionnels et qui ont fait un travail formidable. Et je leur sais gré d'avoir été aussi généreux. Voilà, après le film, vous l'avez vu, je ne vais pas en dire grand-chose. Je ne vais pas non plus vous présenter C'est l'amour, parce que je pense que un film, c'est comme un rêve qu'on propose à des spectateurs, à chaque spectateur, et c'est à lui de savoir si le rêve lui convient, à le définir, à le décrypter et à le faire sien. Et il y a pas mal d'années, j'ai couru une histoire d'un couple d'hommes qui s'étaient installés. L'un était, je ne sais plus quoi, il était dans le Pinard et l'autre, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus. Et puis, pas loin de là, il y avait un homme avec sa femme qui avait l'air de s'aimer beaucoup. Et puis un beau jour, sans savoir pourquoi, il y a un des deux hommes qui est parti avec la femme de l'autre. On m'avait raconté cette histoire et je l'avais un peu évacuée assez longtemps, il y a peut-être 15-20 ans. Et puis elle est revenue, comme ça, brutalement, en me disant qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et j'ai pensé à cette histoire. Et puis s'est greffé là-dessus un écrivain que j'estime énormément, qui est pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle, à savoir Jean Genet. Donc ça a été une espèce de poutre pour moi, une poutre de travail. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on voit beaucoup dans le film, mais si on regarde bien, je lis, moi, quand je joue le père, je lis Le Captif amoureux de Jean Genet. Quand Pascal Servoz arrive, il est habillé pratiquement comme Querelle de Jean Genet. Les décors sont pleins de fleurs, Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet. Mais je ne voulais pas que ce soit didactique, je voulais que ce soit juste un peu comme ça, furtif, apparent. Et ensuite, alors l'idée qui m'est venue aussi, c'est que, enfin il y a plusieurs idées hein, dans ce film, il est un peu complexe. C'est d'abord que, on le dit dans le film, les mots n'ont de sens que par la perception qu'on en a. Si on est dans un certain état, on peut entendre « je t'aime » et comprendre « tu fais chier ». Avec le même mot. Hein. Donc il y a une prédisposition comme ça dans la tête d'un homme, d'une femme, qui a plein de problèmes et qui brusquement entend une phrase et qui entend autre chose. D'où l'idée du chant contre chant total du début, où quand la personne est dans le chant, elle est favorisée, douce, gentille, prévenante, disponible, et quand elle n'est pas dans le chant, la personne est violente, dure. Voilà. Et à la rigueur, on pourrait dire, c'est au public de faire son montage.
de choisir à quel moment elle était bien, à quel moment elle était moche. C'est une proposition qui se retrouve ensuite, après, entre les deux hommes, mais dans une autre situation, puisque c'est la fin d'une histoire. Et bon, ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'après cet échange total, donc disons, entre le mari et la femme, au matin, elle se jette dans ses bras et on pense que tout est oublié. En fait, non, il y a un Roland qui va venir petit à petit, et quand elle va voir sur l'écran l'écrivain, n'importe quoi, l'acteur césarisé, elle sent quelque chose qu'elle n'a pas avec son mari et qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Parce que c'est quand même un petit hameau. Hameau dans lequel, d'ailleurs, les gens se connaissent tout en ignorant vraiment quel lien les lie. Par exemple, le mari d'Odile est le comptable de l'amant de Daniel. Et personne ne le sait. Ni Odile, ni Jean, ni Albert, le viticulteur. Donc ça, c'est vraiment un portrait d'un hameau du Midi. Peut-être ailleurs, hein, je n'en sais rien, mais on connaît les gens, mais on ne sait pas trop ce qui les lie. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on a la tête ailleurs. Autre idée qui m'a guidé, c'est que je pense que l'amour est une chose formidable, mais que dans le quotidien, il peut y avoir un côté prédateur parce qu'on est soumis aux difficultés de la vie, que chaque membre du couple a ses propres problèmes et qu'il n'est pas obligé de les partager, et que par conséquent, de temps en temps, il y a un petit clash, et puis ça revient, quoi. Ça revient ou ça va. Mais il y a pour moi, je dis bien, on n'est pas obligé de partager ce point de vue, le seul amour total, c'est l'amour virtuel, c'est-à-dire l'amour qui unit Odile à Daniel. Parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont fait l'amour d'une façon tellement incroyable. Lui, il n'arrête pas de rire, et puis ils se rencontrent après que quelque chose se passe, et ils ne vont plus se voir. Et là, leur amour est vraiment, je dirais, un peu mythique, comme Tristan et Isolde, puisqu'ils ne communiquent qu'à travers Jean-Sébastien Bach. Ça, on n'est pas obligé de le remarquer, mais toutes les fois qu'on parle de lui, on vient à elle, et c'est les voix d'un homme ou d'une femme, ou le duo homme-femme, qui réunit les plans d'un à l'autre. Voilà un petit peu ce qui m'a guidé, les idées générales qui m'ont guidé. Et puis aussi autre chose quand même, c'est que pour moi c'est plus un film sur la peur qu'un film sur l'amour. La peur de l'amour. La peur de l'amour, la peur de soi, la peur de son image, la peur du lendemain, enfin toutes les peurs possibles. C'est pourquoi une des chansons du film s'appelle Ho paura, qui est J'ai peur en italien. De longue date, ça fait un peu Bientôt 20 ans. Presque 20 ans maintenant qu'on se connaît. L'année prochaine. Voilà. Donc on se parle plus. Non, bien sûr, on échange. C'est toujours un bonheur de travailler aux côtés de Paul, parce que moi-même encore, j'apprends. Voilà. J'apprends sur le cinéma, sur l'écriture filmique, et c'est toujours un plaisir de partager, d'écouter un maître de cinéma. Voilà. Je voulais simplement dire, et tant pis pour son humilité, mais quand on a un collaborateur comme ça, vous savez, on est prêt à tout. On est prêt à tous les désaudaces, à tous les trucs, parce que il démarre au quart de tour, et ça fait bientôt 20 ans qu'on travaille ensemble. Et je n'envisage absolument pas de faire un film sans lui, ça me paraît pas possible, quoi. C'est pas... Peut-être ça l'amour. C'est l'amour. Non, c'est pas... Alors, pour la petite histoire, on tournait 2 films en même temps. L'un, tout à fait dans le sombre, je parle de la lumière, et l'autre, au contraire, dans les éclats de lumière, les éclats de fleurs, de couleurs un peu agressives, et l'autre, au contraire, donc il fallait changer le rideau, il fallait... Bon, et je dois dire que Baudy, sans arrêt, a bien pigé qu'il fallait faire ça. Mais croyez-moi, c'est vraiment agréable pour un réalisateur d'avoir quelqu'un qui est pas aux ordres, parce que c'est le contraire.
Jean me dit c'est le contraire, c'est que je lui présente le plan de travail, et il lit le plan de travail, il lit les scènes, il me dit cette scène-là, il faut la faire à telle heure. Dans un extérieur, bien sûr. Et moi, je suis aux ordres à ce moment-là, je dis bon, ok, c'est bien. Hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est une collaboration qui est, quelle que soit la valeur du film, hein, mais c'est une collaboration très étroite, très forte, où chacun de nous, c'est tout de l'autre. Oui, puis on avait parlé avant, Oui. sur les différentes ambiances, sur les deux films, le fait de faire deux films en même temps. Moi, c'est la première fois, je le reconnais. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais moi aussi, je crois. Moi, je crois que le chant contre chant, il est pas à rejeter du tout, mais il doit exprimer un affrontement. Et s'il n'y a pas un affrontement, pourquoi mettre la caméra devant celui qui parle? C'est pas très intéressant. Enfin, ça paraît infiniment paresseux. Je crois que quand on fait ce métier, on a le devoir d'être chercheur. Comment exprimer une relation entre deux personnages dans un décor? Là, le plan que tu cites, par exemple, on a Jean, le comptable, en premier plan, qui cache... Non, c'est Julien. Ah oui, pardon. Le personnage s'appelle Jean. Oui, pardon. Et qui cache son patron. Et le patron répond d'abord off, et puis ensuite il se lève et on découvre que son patron, c'est l'amant de celui qui va lui voler sa femme. C'est comme ça que c'est construit. On aurait pu faire le chant sur lui en train de taper la machine en disant je voudrais une, je ne sais plus le début, on va pas prendre, mais par exemple, je voudrais une augmentation, et puis on passe sur l'autre qui lui répond certainement, pourquoi pas. Non, moi je pense que le travail d'un auteur de film, qui doit avoir une écriture, il faut qu'il écrive son film. Il ne faut pas qu'il ait des gestes de découpage automatiques. Tu vois, dans la plupart des films d'aujourd'hui, on met la caméra devant celui qui parle. Et ça, c'est le réflexe des télévisions. Il y a une espèce de grammaire héritée des années 30, de M. André Berthomieux, qui consiste à dire, quand on rentre dans un décor, ça c'est Becker qui le faisait d'ailleurs, pour ça que j'aime pas beaucoup son cinéma, on a le plan général, puis on se rapproche un peu, et puis on vient en champ contre champ, et puis on finit en gros plan. Voilà, comme ça, on a analysé le truc, mais pourquoi? Pour quelle raison on commencerait pas par un gros plan, par exemple, puis un plan général après? Il y a une, je répète encore, une volonté d'écriture. Pourquoi on met un mot après un autre? Pourquoi on n'inverserait pas une phrase? Pourquoi tout ça? C'est une recherche, c'est un vrai travail que d'aller vers ce qui va être le film définitif. Mais sans idée préconçue. C'est-à-dire, je ne me dis pas, oh zut, le chant contre chant, c'est pas bien, je ne vais pas en faire. Cette séquence, pour moi, c'est la colonne vertébrale du film. C'est-à-dire que, au lieu de faire des discours ou des voix off de Odile en disant je veux m'éclater, maintenant je m'en fous, je veux du sexe, et quelle que soit la personne, je m'en fous, il me faut du sexe, elle le danse. Et elle le fait vraiment magnifiquement bien. Je ne lui ai donné aucune indication. Pas la moindre. Elle danse, la première danse un peu hop, comme le pop, elle le danse en rentrant complètement dans la folie, c'est-à-dire une sorte de libération de sa situation. Et ensuite, elle voit Daniel, qu'elle a vu à la télévision, et elle dit c'est lui, elle s'avance, et puis il y a une bonne femme qui l'embrasse, trop tard. Et le slow commence, et dans le slow, elle exprime son besoin de sexualité. Elle l'exprime avec beaucoup de délicatesse, je trouve, Je trouve qu'un trait d'adverbe est vraiment fantastique dans ce film. Parce que c'est pas facile à exprimer tout ça. Et elle le fait avec beaucoup de délicatesse, elle va de couple en couple, elle sépare les couples quelquefois, elle embrasse une femme dans le cou, un homme dans le cou, et puis après, elle voit qu'il est parti, donc elle saisit sa chance, elle y va. Voilà. Donc je suis content que vous ayez remarqué cette séquence, qui a été traitée dans un journal que je n'aime pas, de remplissage. Ça fait
plaisir de voir à quel point il y a des gens qui sont bêtes. L'anecdote que me demande de raconter Philippe, c'est que j'avais tourné dans un film qui s'appelle Les gens d'en bas, dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Pigeonnier, à Saint-Tropez. Et évidemment, par réflexe, j'ai décidé de tourner cette séquence dans la boîte de nuit de Saint-Tropez. Funeste erreur. Et quand j'y arrive, il n'y avait plus rien de commun. Plus rien. Et quand on mettait 20 personnes, on ne pouvait pas rentrer à la caméra. Et là, c'était vraiment catastrophique. On avait 50 figurants qui étaient là. J'ai piqué une colère, ça m'arrive rarement quand même sur le tournage. J'ai piqué une grosse colère et mon ingénieur du son m'a dit « Allez, va te reposer, ça va s'arranger ». Alors je suis allé sur la plage de la Ponche à Saint-Tropez. Là, sur le sable, je ronchonnais encore un peu, puis je lève la tête et je vois cet espace en béton devant la mer avec Sainte-Maxime derrière. Je dis voilà. Eh ben, au lieu de ce soit une boîte de nuit, ce sera une fête de jour. Alors on a rapatrié les figurants qui sont venus là, qui se demandaient ce qu'il arrivait, et puis ils ont joué le jeu. Voilà, voilà, je finis. Alors moi je continue, parce que quand la place a été trouvée, bah, on était tous contents, on avait trouvé le lieu, ouais super, on va pouvoir... Et je vais voir l'ingénieur du son, Francis Bonfanti, je lui dis voilà, on a trouvé, t'es content. Et là lui, il n'était pas trop content parce que il avait prévu pour envoyer la musique, un playback, mais il pouvait se connecter dans la boîte de nuit. Là on était dans la nature. Et donc il a fallu retourner chez Paul pour aller chercher le complément de matériel pour pouvoir diffuser la musique. Voilà. Et pendant ce temps, on a répété la chanson avec les chanteurs pour pas perdre de temps. Et on est resté dans les temps finalement. Oui, oui. Et sans autorisation, Paul. Ah oui, en plus j'avais l'autorisation de tourner dans le pigeonnier, mais pas dehors. Et on a risqué, c'était ça ou tuer le film. Je répète, ça finit sur la peur, et que très souvent, les gens veulent guérir la peur par l'alcool. C'est assez classique, hein, je donne une banalité là, c'est tout. Mais ils sont comme ça, et ça permet aussi de... par exemple, que le légionnaire qui vient en plus, qui vient après, arrive à se libérer d'un souvenir très très dur pour lui, par l'alcool. Voilà, l'idée c'était ça pour lui. Et ensuite, quand la jante arrive, j'ai pensé que ça serait bien d'intégrer une séquence un peu burlesque. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'alcool. Elle se casse la gueule. Puis je trouve qu'en fait l'actrice, j'ai fait 5 prises avec ce plan, parce qu'il était coupé après au montage, mais je l'ai fait en une seule prise d'abord. Et je lui ai rien dit. Donc elle a joué, c'était très plat, c'était bien joué mais très plat. Et j'ai fait d'autres prises, et à la 4e prise, à la fin de la 4e prise, je suis allé la voir, je lui ai dit maintenant tu te lâches. Voilà, tu y vas, et tu vas jusqu'aux larmes. Et ça a donné ça. Puis comme c'est une bonne comédienne, ça pouvait aller. Ça a été très réussi, oui. Ah oui, c'est drôle, c'est très très drôle. Alors elle a par instant un petit accent de Simone Signoret. Quand elle parle à la fin sur les trucs, oui, il y avait un tel, etc. Et en revanche, l'autre moment de plan séquence de rue, qui est la chanteuse, la mère folle, elle a des petits accents d'Arletty. Ça, c'est amusant pour moi, c'est pas ça va pas loin, mais c'est amusant pour moi de rendre hommage à des gens qui ont fait le même métier que moi. Ben, c'est pas David qui redit, hein. Et la plupart des gens prennent ça pour un clin d'œil. Bon, toi tu sais que je déteste le film, mais les gens ne le savent pas. Et quand même, il y a, bon, le seul jeu de mots, c'est l'inconnu du lac, la coqueluche de la plage. Effectivement, il y a un jeu de mots là, mais c'est pas méchant. Enfin, j'espère. Moi, c'est pas méchant, c'est un clin d'œil, c'est tout. C'est de dire à Alain, je t'aime quand même. Parce que j'aime beaucoup Alain Guéraudy, mais je trouve ce film détestable. Et inadmissible quand un monsieur qui a fait Ce vieux rêve qui bouge, qui est un chef-d'œuvre, un immense chef-d'œuvre, qui a fait de très grands films,
qu'il aille se fourvoyer dans un truc comme ça, où il utilise des plans de coupe abominables, non, puis il le sait, hein, ce que je pense de son film. C'est pas une découverte. Et j'aime beaucoup les jeux de mots, donc il y a eu la coqueluche de la plage. Et c'est vrai que je me suis amusé. Mais en même temps, c'est intégré, c'est pas gratuit. Puisque c'est quand même l'animateur qui est complètement dépassé par l'ivresse de son acteur, qui fit des coups de pied dans la table, qui raconte n'importe quoi, qui éclate de rire, et il dit, bon, il est temps de voir un extrait de votre film. C'est intégré, c'est pas comme tu l'as dit sur la pression, c'est complètement intégré dans l'histoire. Et puis ça a aussi un sens dans l'anecdote, puisque c'est là qu'il va rencontrer son amant, enfin que son amant va le rencontrer. Je crois pas que ce soit gratuit. Mais non, bon, c'est réussi ou pas, ça c'est autre chose. L'acteur qui joue Albert, Fred Karakosian, ce n'est pas un comédien. C'est un non professionnel. Et de même, celui qui joue son partenaire légionnaire, c'est aussi un non professionnel. C'est un directeur de labo biologique, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais j'ai choisi pour leur physique. Et je me souviens que Manuel Hansenberg, qui joue donc Manu, m'a dit, mais écoutez, excusez-moi, mais j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, j'étais extrêmement mauvais. J'ai essayé de faire une école, c'était catastrophique. J'ai dit, mais c'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Il m'a dit, où est la différence? J'ai dit, dis-moi bonjour. Il m'a dit bonjour. J'ai dit, voilà, t'as filmé, là, t'as fait du film. Alors, il était un peu sec, il m'a dit, ah bon? Ah ben alors, en avant. Et il est assez formidable, je trouve aussi. Enfin, moi, j'aime tous les acteurs dans ce film. Je trouve qu'ils ont rendu ce que j'attendais d'eux, sans que je leur demande beaucoup de choses, sans que je les dirige beaucoup. J'ai vraiment beaucoup dirigé Mireille Roussel, qui fait l'agent. Là, je suis intervenu beaucoup. Astrid Adverbe, pratiquement pas. Bon, on a parlé avant. Hein. On parle toujours avant un film. Mais sur plan par plan, je ne lisais presque rien. Et j'ai bien fait parce que ce qu'elle a fait, j'aurais jamais imaginé qu'elle pouvait le faire. Et Julien Luc, qui est semi-professionnel, qui fait Jean, que j'ai découvert dans une adaptation théâtrale que j'ai faite de La fille du Pusatier, où il jouait Jacques Mazel, l'aviateur, où il débutait, et qui est mon assistant par ailleurs. Et là, avec lui, j'ai répété beaucoup en amont. Parce que c'est un type assez baraqué, plutôt beau, et je voulais pas qu'il joue dans cette direction-là, puisque c'est quand même un personnage très faiblard. C'est un personnage qui a peur, toujours peur, mais il a peur de lui, il a peur de ce qui va se passer. Il a peur de déplaire à sa femme avec cet appartement exigu, alors qu'il faudrait des enfants. Et donc, avec lui, j'ai beaucoup travaillé en amont, mais pas au moment de dire moteur. Pas du tout. Je vais les laisser faire. Est-ce que le cinéma est là pour représenter la vie? C'est pas la question, c'était une remarque, je voulais savoir à quel... Moi, c'est ma question. Est-ce que le cinéma est là pour représenter la vie, selon toi? Non, mais il y a du continu aussi dans la vie. Enfin, je veux dire, la vie... Est-ce que la vie est homogène? Continue. Non. Et je m'efforce de rendre mon cinéma hétérogène. Parce que je veux me rapprocher de la vie. Ils n'ont pas donné une représentation fallacieuse et distinguée, entre guillemets, de la vie, comme font la plupart des gens, que je ne critique pas, hein, c'est leur droit. Mais moi, j'essaye de me rapprocher de la vie, donc d'être dans une forme de discontinuité, de rupture de ton. Combien de fois dans la vie, on est au bord des larmes, et puis tout d'un coup, on éclate de rire. Enfin, c'est assez courant, ça. Donc, pour moi, ce que tu prends peut-être pour un défaut, je le prends comme une grande qualité. Pardon, c'est un terme ridicule, je pense qu'il faut
qu'on apprenne sur les gens petit à petit, qu'on ait des surprises, comme je disais tout à l'heure, la surprise que Jean est le comptable de l'amant de l'homme qui va lui enlever sa femme. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est avoir petit à petit la découverte des gens que le cinéma se permet de faire et que dans la vie, on ne sait pas faire. C'est une façon de dire que pour eux, ils sont proches, ils sont toujours ensemble, et le trucage fait que on nous dit c'est faux. Puisque quand en panoramique on va à elle, il y a une espèce d'incendie sur elle, et puis elle n'est plus là. Et en panoramique, on revient, et elle est à la place de Daniel. Et lui, il rentre dans le champ à côté d'elle. Bon. Nous sommes maintenant ensemble, même si on ne se voit plus. Mais on se communique par Bach. Il ne faut pas oublier que j'ai choisi la Passion de son nom Saint-Jean, et que le Paris s'appelle Jean, en fonction de ça. Bon, banalement, le rouge, c'est la couleur de la passion. Mais moi, j'avais envie qu'Odile change. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle pense rencontrer son complémentaire, la personne complémentaire qui va lui être complémentaire, qu'elle devienne autre chose. Et si elle s'habille de rouge, bon, on peut penser que c'est une façon de dire que c'est la passion, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est que il y a dans le décor d'Odile et Jean des rideaux rouges qui rappellent le théâtre, et que c'est donc une mise en scène dans la mise en scène, et qu'elle prend, c'est comme si elle se prenait le rideau pour se vêtir, en le dénudant un peu, bien sûr, puisqu'elle a envie de trouver quelqu'un. Pour moi, c'est l'amour, c'est quelque chose qui doit rester virtuel. C'est-à-dire le mythe de Tristan et Isolde. Ce qui n'empêche pas d'avoir de l'amour ou des amours, d'avoir des couples unis, formidablement unis, mais je pense, peut-être à tort, qu'il y a toujours un moment, par moment, où un des deux aime plus que l'autre. Sur ce moment-là. Peut-être parce que l'autre est distrait par autre chose, etc. Bon, c'est ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense ça. Et je pense que l'amour n'existe vraiment que s'il est virtuel. Parce qu'il n'est pas touché par le quotidien. Et c'est pour ça que ça s'appelle C'est l'amour, parce qu'on nous présente un amour complètement virtuel. L'amour entre Daniel et Odile est virtuel. Moi je voulais poursuivre le titre justement parce que j'ai l'impression, parce que l'originalité, la force du film, c'est qu'il n'y a pas un seul type d'amour. Et c'est presque une variation sur différents types d'amour, l'amour conjugal, l'amour éternel, l'amour virtuel, l'amour de circonstance, l'amour entre un père et un fils, l'amour entre deux sœurs, etc. Et ce que je trouve très beau, c'est que même si tous les personnages sont assez seuls, ils sont toujours définis par des liens d'amour qui sont à chaque fois très différents en fait. J'ai rien à rajouter, c'est exactement le film. Ouais. C'est exactement le film. Je n'en veux que pour preuve que quand la mère folle s'assoit pour chanter, qu'elle tend la main à sa fille, le comportement d'Astrid Adverbe avec sa mère, la main dans la main comme ça, prouve qu'au-delà de la chanson, au-delà des problèmes de folie ou de non-communication, l'amour est là, entre deux. De même qu'entre les deux sœurs, elle commence par lui dire autrement, mais écoute, tu nous emmerdes avec tes problèmes, tu as un mari qui est merveilleux, qui se tue au travail pour que tu aies un bel appartement, une belle maison, et tu viens nous parler de tes problèmes, tu nous emmerdes. Et puis après, brusquement, elle dit, mais je t'ai jamais vu comme ça. Et la tendresse revient, elle la prend dans ses bras, et puis à ce moment-là, il y a la mère qui intervient, qui chante. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. En fait, si on voulait être plus précis dans le titre, il faudrait dire « ce sont les amours ».
Alors, pour faire une formule, je dirais que c'est un film sur la peur qui décrit les amours. En gros. Avec des ruptures de ton, des virages à 90 degrés. L'entrée de la jante, c'est incroyable. Enfin, quand elle arrive et puis qu'elle dit « c'est pas lui non plus, vous n'êtes pas lui non plus. Vous cherchez Daniel, oui. Tout le monde cherche Daniel. Tout le monde est moi. » Il y a ce côté comme ça, presque monologue de théâtre. Là. Mais qui est joué par quelqu'un qui se donne à fond et qui finit sa tirade en larmes. Enfin, qui la finit pas, pardon, mais qui au milieu de sa tirade est en larmes. Elle est en larmes et là, je vous rejoins aussi, elle exprime en même temps l'amour de son métier et son impuissance à pouvoir le réaliser comme elle le voudrait. Donc c'est vrai que c'est parsemé comme ça de petites étoiles amoureuses. De même que l'histoire entre les deux légionnaires, on sent bien qu'il y a de l'amour qui est passé entre eux. Alors, ça peut être simplement une amitié amoureuse, ça peut être, même s'il y a eu un acte irréfléchi sous le coup de la boisson, mais on voit bien que quand l'agent entraîne Manuel, il stoppe et il regarde Albert, comme s'il l'interrogeait, et on entend tous les bruits de guerre qui les ont réunis. Et à ce moment-là, elle le tire hors de cette guerre. Et arrivé à la porte, il se retourne, il regarde une dernière fois vers Albert, et puis il part. Et certainement, il sort de sa vie. Voilà. Donc, il y a, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une série de... Alors, je dirais autrement un peu, une série de descriptions de situations amoureuses. Abouties ou non abouties. Mais l'amour est présent quasiment tout le temps. L'amour souvent imparfait, souvent inabouti, souvent incompris, mais il est là. C'est l'amour qui sort dans une seule salle à Paris. À Paris. Oui, parce que MK de Beaubourg a imposé l'exclusivité pour pouvoir détruire le film s'il a envie. Parce que je les connais, hein, ces gens-là. Je les ai pratiqués déjà. Quand on a fait Nuit Blanche pour la Jetée, on était à MK de Beaubourg, on était dans 2 autres salles. Mais la première semaine, ils ont refusé du monde à la séance de 22h. En deuxième semaine, ils ont sucré la séquence de 22h. Voilà, conclué. Mais ça c'est plutôt, c'est pas pour tirer d'affaire, mais c'est plutôt Paris, ça. C'est Paris, il y a une... C'est le poignard dans les dents. Hein. Il faut tuer les films pour en mettre d'autres en vitrine. Il faut changer de vitrine très souvent, très vite, pour appâter le client. C'est tristouné, mais c'est comme ça. Bon, évidemment, si c'est un blockbuster américain, la question ne se pose pas, il est dans 40 salles, les UGC, les Gaumont. Moi, je parle du cinéma indépendant. Là, hein. Le cinéma indépendant, il est vraiment voué à la mort. Les gens veulent sa mort pour simplifier la tâche des sorties de ce métier. J'ai entendu dire qu'on avait dit au CNC, il faut assassiner les petites sociétés. Voilà, ça sera plus facile pour nous. Mais en fait, qu'est-ce qui fait travailler le plus de gens? C'est les petites sociétés. Et ils ne se rendent pas compte que c'est la mort du système. Parce qu'il y a beaucoup plus de petites sociétés que de grandes, et que les petites sociétés, pour survivre, elles sont obligées de travailler, et donc de faire travailler des gens. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Hein? Voilà, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais sur ce plan-là, elle est triste, pas sur les autres plans. En tout cas, on va souhaiter plein de bonnes choses au film. C'est gentil. Et puis, on va vous retrouver dans quelques mois, du coup, pour le grand. Et merci infiniment d'être venu et d'être resté au débat, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.